On ne se tait pas, on ne se vend pas, on informe. Pas de pub, pas de subvention, pas d'actionnaires, mais 1 million d'abonnés sur YouTube, le double, 2 millions sur les réseaux sociaux et 250 millions de vues en quelques années. Et puis vous les donateurs, vous tous, et une équipe soudée qui enquête, qui documente, qui raconte ce que personne d'autre ne raconte et qui a acquis en 12 ans le sérieux et la crédibilité pour se démarquer du lot commun. Cette liberté a un prix. Pour continuer à produire des enquêtes, des documentaires, des émissions longues pour tenir tête à ces géants, pour sortir financièrement du rouge et bétonner le budget 2026, TV Liberté a besoin de vous. Chaque don, chaque soutien est une arme contre la censure et les dictates, une pierre à l'édifice de la vérité, celle qui rend libre et du véritable pluralisme. Avec votre soutien, délivré du contrôle des banques, mais aussi de l'État, des oligarques, des annonceurs, nous avançons encore et encore. On ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Est-ce que ça va? Ils sont chauds ce soir. Évidemment, ils sont chauds ce soir. Bienvenue, c'est Alerte Générale, l'émission de la France qui en a gros. Et on en a gros, c'est vrai, et on en a marre. La France, c'est toujours des colères, des institutions qui craquent, un débat public qui ressemble à une mauvaise pièce de théâtre avec Emmanuel Macron qui fait l'épouvantail. Et ça, c'est tout le temps. Alors ici, on ouvre les fenêtres, on aère, on coupe les micros de la langue de bois, on remet un peu d'oxygène. Du coup, on peut parler intelligemment. Merde. Et bien, ce soir, on reçoit un invité qui parle intelligiblement. Puisqu'il est avocat honoraire, qui ne pratique pas la litote ni la diplomatie de salon. On le connaît évidemment avec son blog Vue du droit. C'est Régis de Castelnau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avec vous, on va parler bien sûr de la justice, l'affaire indigne de Nicolas Sarkozy en prison. Où est-ce sa place? Enfin, il est sorti depuis. 20 jours quand même, c'était long. Oh putain, c'était long. On va parler de la dérive du pouvoir, l'utilisation politique de la justice, un livre, une justice politique qui l'explique, et ça depuis longtemps. Et puis aussi d'une justice de classe, justice à plusieurs vitesses. Les Français ont l'impression de cette justice qui ne s'intéresse pas aux victimes et qui protège les puissants. Voilà, c'est le début, c'est Alerte Générale et ça commence tout de suite. Et ça commence avec l'édito de Nicolas. Merci beaucoup, bienvenue chers amis sur Alerte Générale, bien entendu, et c'est l'édito, vous le savez, on va parler de Choupinet Premier qui a encore disjoncté. Le sale gosse Damien a annoncé qu'il allait vendre 100 rafales à Coco Zozo Zelensky, oui 100, alors sur le tarmac de Villacoublay à même le bitume, comme s'il refilait un scooter en fin de série, sauf qu'on parle d'avion de chasse, pas d'une friteuse air fryer. Et là, la question que tout le monde évite soigneusement, c'est laquelle ? Avec quel argent l'Ukraine va payer ses rafales? Alors on parle d'un pays ruiné, lessivé, rincé, mais dont les dirigeants se sont agressés jusqu'à la glotte avec les milliards européens. Les scandales de corruption se succèdent chez les hauts dignitaires ukrainiens. On découvre tous les 3 mois des villas, des bagnoles, des montres, du cash rangé dans des chaussettes. Et on devrait faire confiance à ce monde-là pour régler la facture des 100 rafales. Alors soyons sérieux, Zelensky est un margoulin en treillis, au mieux un ado prépubère qui jouait du piano avec, vous avez tous compris ce que je voulais dire, et qui aujourd'hui se ferait refouler à la banque postale au guichet 3 en demandant un découvert de 20 balles. Mais Macron, lui, il s'en fout. Il était en transe sur ce tarmac. Il plane plus haut que les rafales qu'il vend, vu la qualité des stéroïdes sans OGM qu'il met dans le cornet de la République. Et pourtant, c'est toujours la même histoire. On n'a déjà pas les moyens de produire les avions promis aux autres. Notre propre armée attend ces rafales comme on attend un plombier un 1er mai. Alors, les chaînes de production sont à flux tendu, mais le
Zigoto l'Elysée annonce tranquillement qu'on va en fabriquer 100 de plus, les amis. Eh bien, pour un pays qui n'a pas de thunes, qui a déjà siphonné les aides occidentales pour s'acheter des propriétés aux quatre coins du monde, on est vraiment mal barré. Mais qui va payer? Parce que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui sur Alerte Générale, mon cher. Qui va payer, les amis? D'habitude, c'est nous. Ben voilà, c'est un coup dit, tu m'as spoilé mon édito, c'est encore... En même temps, tout le monde sait. Hein. Ah ouais, c'est vrai. C'est les Français, c'est toujours les mêmes, toujours le même tiroir-caisse, la même pompe à fric. On en est à ce point, un président qui distribue des rafales à crédit, sans plan de paiement, un partenaire qui n'a même pas les moyens de s'offrir un panier repas en gare de Kiev, pendant que la France s'enfonce dans la dette, les services publics, vous le savez, s'effondrent également, et que personne n'a le courage de dire stop et de lui enlever le carnet de chèques. Alors voilà, l'époque, voilà le niveau, c'est Alerte Générale, et surtout, bon courage à nous qui allons payer l'addition, les amis. Alors, c'est l'alerte rouge et on va rebondir sur cet édito, Nicolas, parce que c'est vrai, cet achat, alors, entre guillemets, de 100 rafales, en réalité, on parle de lettres d'intention et Maître de Castelnau, vous parlez sur Twitter avec une langue ô combien peu chaste, non pas de lettres d'intention, mais de lettres au Père Noël, tout simplement. Oui. La lettre d'intention, c'est l'autre signification de la lettre au Père Noël, parce que c'est une blague. C'est simplement une blague. Alors, sur le fond, il y a tout ce que... Je vais reprendre tout ce que Nicolas a dit. Mais la lettre d'intention, le juriste que je suis, ça fait 53 ans que j'ai prêté serment quand même. Hein. Alors, je n'exerce plus dans le quotidien, mais je continue à m'intéresser au droit. Un contrat, c'est un contrat. C'est ce qu'on appelle la loi des parties. Donc, il y a des engagements réciproques, il faut les respecter. On peut mettre en cause la responsabilité contractuelle, etc. La lettre d'intention, c'est rien. C'est dire, voilà, je vous envoie une lettre, tiens, je vais vous donner 10 millions. Oui, ben c'est une lettre d'intention, c'est tout à fait incontestable. Donc, nous avons le président de la République française qui a dit à son homologue ukrainien, je vais vous vendre 100 rafales. Ils ne sont pas construits, ils ne peuvent pas être construits en temps et en heure, ils ne serviront à rien, ils vont rejoindre tous les matériels... Parce que je rappelle quand même qu'on n'en parle plus, on a oublié, mais ils sont où nos Mirage 2000 ? Ah si, ils volent. Ils ont fait un clip avec Zaz en fond sonore, en expliquant... Si, c'est vrai. Non, ils ont montré en disant... Ouais, bien sûr. L'armée de l'air ukrainienne a fait un clip qui était sur Twitter, où ils filment un Mirage 2000 en exercice, avec Zaz qui chante « C'est du bonheur, je veux du bonheur, de l'amour, du machin. » Moi, je m'en vais, moi. Voilà. Donc, non, mais... Ils font des clips avec. Oui, non, mais il y a les Mirage 2000, et les AMX-30, ils sont où? Et les Challenger, ils sont où? Et les Abrams, ils sont où? Et les Léopards, ils sont où? Alors, Rambo avait une réponse à ça, mais bon, je vais pas la faire ici, mais... Alors, il y a les fans. Ce sont des tas de ferrailles. Ce sont les missiles Stinger. Là, c'est carrément le mensonge. Donc, une lettre d'intention, ça ne veut rien dire. Oui. Ça n'a aucune valeur contractuelle. Hein. Il n'y a aucun engagement réciproque, ni sur la chose, ni sur le prix. Un contrat, c'est accord sur la chose, accord sur le prix. Il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est simplement une opération de communication. Et je trouve qu'on arrive à des niveaux, alors je vais utiliser une grossièreté, de foutage de gueule, mais délirant. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je viens vers les Français et je vous dis absolument n'importe quoi. Je vous mens délibérément. Mais il s'est quand même trouvé, j'ai vu que le général Paloméros, sur je ne sais plus quelle chaîne, probablement LCI, j'ai vu Gérard Haraud, l'ancien ambassadeur, qui sont venus faire le service, c'est-à-dire ils sont venus tapiner sur la chaîne qu'on leur offrait au service pour crédibiliser un truc bidon, cette farce, quoi, parce que c'est complètement une farce. Mais à propos politiquement, personne ne réagit. Vous avez entendu à Mélenchon, prenons les deux vilains extrêmes, vous avez entendu Marine Le Pen? Marine Le Pen avait dit que le Rafale était complètement has-been il y a de ça quelques années. C'est pas faux. Mais... non, mais on va dire que je suis antipatriote. Alors bon, moi, là, c'est un peu difficile de me prendre du mal de Dassault. Non, parce que ce que je dis simplement, c'est que on n'est pas à la 4e génération, on n'est pas à la 5e génération. Non. Les Chinois y sont. Les Russes, ils sont, j'allais dire les Soviétiques, mon Dieu. Oh là là, non, juste pas maintenant, ça va être bien tenu là. Les Russes y sont, et les Chinois ont déjà dévoilé la 6e. Donc bon, je veux dire, bon, j'insiste sur ces gens, parce que Macron ne peut exister
qu'à partir du moment où on le laisse faire. Et là, je pense à la sphère politique, je pense à la sphère médiatique et à ces faux experts qui viennent lui passer les plats. Ouais, parlons de la sphère politique, parce que c'est elle qui devrait monter au créneau et dire bon, ça suffit les conneries. Quand est-ce qu'on demande aux Français s'ils sont d'accord déjà, et puis qu'on arrête de faire tout ce cirque. Mais quand on regarde la représentation nationale, qui est plus occupée à protéger son cul avec des lois sur le trafic d'ingérence, le trafic d'influence pour le statut de l'élu, qui est en train d'évoluer, quand on voit que les amendements sont écrits par les lobbies, 300 amendements par exemple du projet de loi de finances qui ont été écrits directement par des labos pharmaceutiques ou des fédérations professionnelles et qui ont été simplement copiés-collés par les députés, qu'est-ce que ça dit de la représentation nationale ? Je vais rester poli. Aujourd'hui, franchement, politiquement, privilège de l'âge, je suis honoraire, je suis honorable, et même la petite j'ai connu une autre France. Charles de Gaulle a quitté le pouvoir le 27 avril 1969, enfin le 28, le lendemain du référendum, j'avais 19 ans. Donc j'ai connu une autre France. C'est rien. Le Parlement français aujourd'hui, c'est rien. Oui. C'est plus une instance, c'est plus une institution qui élabore le droit français. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est véritablement un agglomérat de gens qui ont fait des carrières en général. Les 3/4 ont commencé comme attachés parlementaires, n'ont pas fait des carrières dans des partis de masse, comme c'était le cas auparavant. Et puis il y a eu aussi l'assise locale. Il y a eu, il y en a quelques-uns qui ont commencé par les cantonales, etc. Mais très très peu, je pense. Sébastien Lecornu. Alors, il n'y a pas un ouvrier, pas un seul. Donc, il y en avait 2, je crois. Ah non. Là, aujourd'hui, de sociologiquement ouvrier, non, il n'y en a pas. Il y a eu Rachel Keke à la France Insoumise et il y avait... Mais il n'y est plus. Ouais. Non, elle était salariée d'exécution des services, qui n'est pas ouvrier de production. Ouais. Peu importe, je ne veux pas... mais non, et aujourd'hui, il y a également tout un wagon de gens qui sont arrivés, rappelons-nous, en 2017, qui avaient été recrutés par M. Delevoye sur des CV, on avait vu arriver n'importe quoi, on avait vu arriver, je ne me rappelle plus de son nom, je peux ne pas m'en rappeler, puisqu'il change de sexe toutes les minutes. Donc, et Mme Braun-Pivet. Mme Braun-Pivet, qu'on a transformée en institution relativement importante. Ses prédécesseurs, c'était Jacques Chaban-Delmas, ça a été même Laurent Fabius, quoi qu'on pense de Laurent Fabius. Alors, qui fait garder ses poules, mais je rappelle quand même... On voulait mettre des poules, là, spéciales. Je rappelle quand même que cette personne a été recrutée comme ça. Elle était collaboratrice chez un de mes confrères, et comme ça se passait pas très bien, elle tirait les cartes. Mais elle tirait les cartes. Et quand elle est arrivée au Parlement, il y a eu des lois qui ont été votées, et elle a dit, maintenant, quand est-ce qu'on vote les décrets ? Or, les décrets, c'est la compétence de l'exécutif. Séparation, la loi et le règlement. Elle ne savait pas. Alors, comme elle ne savait rien, on l'a propulsée à la tête de la commission des lois. Enfin, c'est bien foutu quand même. Comme ça, elle apprend sur le tas. C'est pas mal. C'est un peu comme... C'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. C'est de la formation. Autodidacte. Autodidacte, vite fait, quoi. Mais ça dit quoi, Régis, finalement, de l'effondrement de notre classe politique ? Quand on voit ce qu'on voit aujourd'hui avec le niveau des députés, d'ailleurs, je le dis, la plupart des députés qui travailleraient dans le privé, ils ne pourraient pas prétendre aux salaires, aux indemnités qui leur sont dues aujourd'hui. Mon cher Nicolas, je pense qu'on aura plus vite fait de compter les institutions qui ne s'effondrent pas dans notre pays. Oui, c'est vrai. Celles qui s'effondrent, parce que... Je veux dire, il n'y en a pas. Alors... On va parler de la justice, on va s'engueuler parce qu'on n'est pas d'accord. Mais la justice, la santé, les transports, les hôpitaux. Oui, je parlais de la santé. Les hôpitaux, c'est vraiment... c'est ceux qui sont en plus très très bonne santé. Mais ça, il ne faut pas être trop malade et il ne faut pas être trop Donc, la Cour des comptes est en pleine forme. Pierre Moscovici, il part à la Cour des comptes européenne, il a dit, moi je laisse la maison en super état. Alors, lui, Moscovici, mon Dieu Seigneur. Enfin, je veux dire, lui... Enfin bon. Alors, à la Cour des comptes, c'est l'expression de cette haute fonction publique socialiste
qui est probablement la plus corrompue du monde. Hein. Je pèse mes mots. Je pense que les Géorgiens, les Ukrainiens, ça c'est la référence, effectivement, ils ont des adversaires extrêmement importants. Donc, mais c'est fantastique tout ce qu'il a. Il est allé à la Commission européenne, il a été ministre de l'économie, ensuite à la Commission européenne, il est revenu pour la Cour des comptes, la gage de la Cour des comptes. Moi, j'ai pas mal travaillé sur ces compétences des juridictions financières. J'avais écrit un livre sur les chambres régionales des comptes. C'est pas l'endroit où on bosse le plus, hein. Non. Puis maintenant, hop, je laisse la maison un président de Cour des comptes, il ne fait rien. Il préside. C'est tout. Il a des conseillers maîtres ou référendaires qui rédigent des rapports, font des enquêtes. Vous savez, passer un coup de fil à la Cour des comptes à 17h, hein, le soir. Personne. Hein. Et lui, il préside. C'est tout. C'est tout ce qu'il fait. Et ensuite, il signe le rapport. Et il préside les audiences solennelles. Mais c'est un sacré boulot quand même. Ouais, mais... Et là, maintenant, il est allé trouver... Mais si vous voulez, dans cette corruption, excusez-moi, hein, je prends le crachoir, c'est dur de me le prendre. Hein. Et regarde, Dijaphone, de suite, allez hop, Dijaphone, direct. Voilà, là, ça c'est bon. Il n'y a pas ça dans le tribunal. Il y en a un qu'on a oublié, Harlem Désir. SOS Racisme. Oui. Ministre de l'Europe. Oui, non, mais il est allé à l'organisation OCDE, pardon, je cherchais l'acronyme. Hein, donc il est payé, je crois, 200 000 euros par an. Il ne paie pas d'impôts, et il ne fait rien. C'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. C'est comme député européen, c'est vachement bien. Ouais, non, là il faut un peu plus bosser, puis il faut y aller. Il faut pointer. Y aller, hein. Alors là, il faut y aller, mon cher Régis, parce qu'on est en train de prendre du retard, mon cher Alexis. On passe immédiatement au grand déballage. Il a un peu commencé, mais là, vraiment, on passe au grand déballage. Allez, grand déballage. Alors, on a commencé, bien entendu. Merci, chers amis, d'être là, à l'Alerte Générale. Partagez, likez, bien entendu. Et on a aussi sur le plateau Régis de Castelnau et Dominique Benoît qui est avec nous. Une petite réaction rapide à ce que disait Régis de Castelnau avant de commencer le grand déballage de Régis. Avec le micro. Avec le micro. Ouais. Ça, c'est évident. Avec le micro. Le micro. Voilà, ouais, c'est mieux. Voilà. Le micro. Ouais. Pour moi, ça, c'est évident. Il marche, ce micro? Oui, il marche, ne vous inquiétez pas. Vous croyez? Ouais. Hein? Ouais. J'ai un doute. Non, ça c'est évident. On a aujourd'hui une rupture complète entre le personnel politique qui est censé nous représenter et nous aider et la réalité du terrain. C'est-à-dire que on ne sait pas, en tant que citoyen, ce qu'ils font et où est-ce qu'ils nous mènent. Et on est aujourd'hui... consterné par un certain nombre de choses que l'on lit, que l'on voit, que l'on vit. Voilà. D'accord. Okay. Ah, c'est un peu le but d'Alerte Générale, hein, c'est d'en parler sans langue de bois et dire... Alors, un des sujets quand même importants, on doit parler de ça, c'est comme cette justice d'exception scandaleuse contre Nicolas Sarkozy. Oui. Bah oui, non mais parce que je sais que c'est il connaît mes positions, il connaît mes analyses. Attends, je me pousse, on peut pas se rapprocher à la prendre. Il connaît mes analyses. Bon. Alors, Nicolas Sarkozy, première observation. Il est innocent. Je ne suis pas garant de sa probité. Voilà. Hein, sur laquelle, sa probité et sa morale, j'ai les plus grands doutes. C'est la personne qui a... tuer le deuxième corps du roi. Quand il est arrivé au pouvoir, à la fin de son mandat, j'avais écrit un article, très bien, faut le lire, hein, qui s'appelait « De quoi la haine de Sarkozy est-elle le nom ? Les raisons d'une des raisons ». Bien, donc il a introduit dans ce poste, dans cette fonction, l'indécence. Casse-toi, pauvre con, etc. Il y avait ce côté parvenu, cette vulgarité affichée, et vulgarité presque revendiquée. Ah ouais. Bon. Et donc, les Français ont rapidement eu une certaine aversion pour lui. Relative, l'aversion au départ, hein, parce que je vais quand même rappeler qu'il est élu par les Français, hein, il est élu tranquillement en 2007, et en 2012... Non, en 2007, oui. Et en 2012... Et ça, c'est avec l'argent de Kadhafi. Et il perd de peu. Hein, parce qu'il était parti de très bas et il était en train de remonter. 15 jours de plus, et il est possible qu'il ait battu la limace.
Hein. Donc, AKA François Hollande. Hein. Mais de qui parle-t-on? Mais le problème, c'est que Sarkozy a pris les magistrats en drop dès le début. Ouais. Et il a pris les magistrats en drop sur quelle base? Cette réflexion, elle m'est venue plus tard. Donc, je suis désolé, hein, il va falloir que je fasse un petit peu une démonstration. Ça vous dispensera de lire mon livre qui fait 600 pages, ça prend un peu plus de temps. Hein. Donc, l'anti-promo. L'anti-promo absolu. Donc, voilà. Alors, la magistrature, elle s'est émancipée du pouvoir politique. En France, la tradition était les magistrats, c'est une courroie de transmission de l'exécutif. Voilà, c'est tout. Hein. Il y a un magistrat qui a refusé de voter, de prêter serment à Pétain, hein. Et moi, ensuite, j'ai connu, hein, ils ont condamné les résistants, ensuite, ils ont tranquillement condamné les collabos, après, ils ont condamné les gens du FLN, et puis ils ont condamné les gens de l'OAS, toujours sur ordre. Et puis, au fur et à mesure, ils se sont émancipés avec la crise politique qu'a commencé à connaître notre pays, la fin des partis de masse, la grande corruption des années 80, hein, le premier mandat de François Mitterrand, qui a été de ce point de vue-là une grande catastrophe éthique et morale. Et ils ont réussi à prendre une certaine autonomie, une certaine indépendance. Le problème, c'est que cette indépendance, ils ne l'ont pas conquise pour être impartiaux. Hein, ils l'ont conquise pour être partiaux, c'est-à-dire qu'ils sont devenus une force politique. Hein. C'est sociologiquement un corps qui est composé essentiellement de petites bourgeoisies urbaine désormais, hein, qui est abonné à Libération, lit Télérama, ou le contraire, hein, et qui a une vision de la France. Alors elle considère ce corps politique, quand on dit elle prend des décisions politiques, c'est parfaitement exact. Elle considère qu'elle a un devoir moral et un pouvoir moral sur la société et un pouvoir politique. Donc c'est le service public de l'info, hein, c'est France Inter, c'est ce qu'on entend, hein, en disant, voilà, on tient la ligne social-démocrate, c'est la ligne de la raison, et voilà, c'est tout. Et alors on ne le tient pas pour faire plaisir à ceux qui sont à l'Élysée, on le tient parce qu'on est d'accord. Quand on voit dans la haute hiérarchie judiciaire, hein, tous les gens qui étaient à la Cour de cassation, qui étaient dans les grands postes, avocat général à la Cour d'appel de Paris, etc., ont tous été dans les cabinets ministériels socialistes. Donc, et ils sont, je veux dire, non pas encadrés, mais organisés dans deux grandes organisations syndicales. Le syndicat de la magistrature, qui sont les gauchos bontins, hein, qui détestent les couches populaires parce qu'elles sont horriblement racistes, hein, et nous avons également l'Union syndicale des magistrats, qui est toujours dirigée par des socialistes. Qui avait fait le mur des cons? C'était laquelle? Le syndicat de la magistrature. Le mur des cons est très intéressant parce que le mur des cons, On rappelle ce que c'est, le mur des cons, c'était des photos hein, de responsables politiques. Ouais. Alors, c'est dans un local ouvert à tous les vents, il y avait un panneau, hein, qui s'appelait le mur des cons, et les gens qui passaient pouvaient punaiser une image disant celui-là c'est un con. Donc il y avait le général Schmitt dont la fille a été tuée par un criminel qui venait d'être mis en liberté. Il y avait naturellement Sarkozy, il y avait Dieudonné, qui j'ai appris qu'il y était là aussi. Donc ce qui est quand même le témoignage de la partialité. Ouais. On s'engage. On va juger Nicolas Sarkozy, je vais y revenir, on va le juger, alors qu'on prend des communiqués pour demander de le battre au plan électoral, et ensuite, on va militer contre tout ce qu'il fait. Dès qu'il y a une proposition de loi qui sera déposée à l'Assemblée nationale, on va la critiquer parce qu'elle ne convient pas à ces gens. Ce qui est tout à fait extraordinaire. Ce qui élabore la loi, c'est pas les magistrats. Au contraire, ils doivent garder une totale neutralité puisqu'ils auront ensuite à l'appliquer. Le pouvoir législatif, alors il y a le pouvoir exécutif, bien sûr, mais il y a le pouvoir législatif aussi, qu'ils ne respectent pas plus. Ces gens-là, donc, ils ont construit une espèce de forteresse comme ça, et tout le monde en a peur. Les politiques en ont peur, hein, ils ont peur que ça leur tombe dessus, parce que quand ça leur tombe dessus, c'est difficile. Et puis, c'est autour de Marine Le Pen. En France, on adore faire de la politique par juge interposé, donc, t'as vu, c'est tombé sur le copain, alors là, on tombe dessus, et puis quand ça lui arrive, mais c'est pas possible, et dites, monsieur... Et le mur des cons, Régis, ça a pas marqué un basculement, finalement, ça a pas tellement... Ça a une déflagration, on en a beaucoup parlé, mais dans le système en lui-même, est-ce que ça a fragilisé... Non, ça a été un symptôme et un révélateur, mais qui n'a eu aucune espèce de conséquence. Voilà. Il y a un article qui soutenait ça en disant « mais on nous demande d'être impartiaux, mais c'est fini ça !» signé par dirigeants du syndicat de la magistrature
dirigeante de l'Union syndicale des magistrats. Ils sont ensemble. C'est la même mouvance corporatiste. Alors, ils ont acquis cette puissance et ce pouvoir et dans une évidente alliance avec la presse de l'époque. Avec la presse de l'époque. C'est toujours le cas quand on voit Mediapart qui sort des affaires. Mais Mediapart, c'est pas la presse. Mediapart, c'est un organe qui a été mis en place à la demande de la CIA. Donc, c'est tout à fait différent. Salut à vous. Ça c'est fait. Ça c'est fait, alors. Donc, non, faut être sérieux. Là, non, j'exagère un peu en disant ça. Oui, parce que Sarkozy n'aurait pas pris si cher si Mediapart c'était la CIA, quoi. Non, je dis ça concernant, c'est moins Mediapart que Plenel. Hein, donc, parce que moi, alors justement, autre privilège de l'âge, moi j'ai connu toute sa carrière et je me suis toujours affronté avec ce qu'il représentait. Bon, donc le problème, c'est qu'il y avait cette alliance avec la presse pour affaiblir le pouvoir législatif et le pouvoir politique. C'est tout à fait clair. Et puis, ça a évolué. Alors, Sarkozy, probablement de façon intuitive, mesure ça. Et il veut les renvoyer, non pas les rendre impartiaux, mais il veut les renvoyer du côté du pouvoir exécutif. Il veut les avoir plus à sa botte, quand même, qui était la vieille tradition française, depuis Napoléon. Hein, bien. Donc, vous savez, je me plains toujours que les procureurs, qui sont les avocats de la République, qui poursuivent, et les juges du siège, soient tous les deux des magistrats. Ce qui fait que il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème que cette espèce de connivence entre les deux. Et qui a voulu que les procureurs soient magistrats ? C'est Napoléon qui a dit comme ça, ils surveilleront les juges du siège. Donc, voilà. Et donc, Sarkozy l'a senti. Et puis Sarkozy était détesté, Sarkozy est battu en 2012, je l'ai déjà dit, c'est pas lui qui c'est pas Hollande qui a été élu, et ils ont continué à asseoir leur pouvoir. Alors ça prend du temps, il y a tous ceux qui vont dans les cabinets ministériels, qui ensuite sont nommés dans les postes stratégiques, et arrive l'affaire Macron, c'est-à-dire 2017. Arrive 2017, et je suis tout à fait désolé, sans l'intervention organisée, concertée de la magistrature, à ce moment-là, Macron n'aurait pas été élu. Il y a eu tout un tas de préparations, ce que je considère être un complot. Ça a été prémédité, Régis, alors. Mais largement. Ouais. Alors, prémédité. Ouais. L'arrivée de Macron est préméditée. Attali le propose, enfin l'impose à Hollande, Jouyet l'impose à Hollande, toute l'histoire de Macron, comment est-ce qu'il arrive à l'ENA, comment est-ce qu'il se retrouve l'année où il n'y a pas de classement. Comme de par hasard. On le retrouve à l'Inspection Générale des Finances sur cooptation de la part de Jouyet. Donc, tout ça fait que quand arrive l'élection, c'est-à-dire le début de l'année 2017, il y a eu une surprise. On pensait que Sarkozy allait gagner la primaire de la droite, et revenir triomphant. C'est Fillon. Et tout le monde savait très bien qu'il fallait être avec Marine Le Pen, premier ou deuxième pour le deuxième tour, et que c'était tranquille, le boulevard était là. Donc, à ce moment-là, il y a, c'est curieux ça, un magistrat du PNF, Parti national financier, qui a été créé par Hollande. Par François Hollande. Pour recaser des juges qui étaient dans les cabinets ministériels à l'époque, dans l'avion présidentiel. Non, pas des juges. Des parquetiers, des gens qui ont l'autorité de poursuite sur l'ensemble du territoire national. Parce que normalement, ce sont des compétences territoriales. Non, dès qu'il y a une affaire qui peut être gênante ou qui peut être utile, on fonce, on prend les dossiers. Et on temporise, on choisit le temps, quoi. Et ensuite, comme avait dit le premier président de la Cour de cassation, dans une lettre commune avec le procureur général auprès de la Cour de cassation, en pleine affaire Fillon, en disant, écoutez, c'est comme ça que ça marche, c'est chacun son rythme. Voyons. Alors, à propos de rythme, je ne me rappelle plus comment... Lamanda, il s'appelait. À propos de rythme, monsieur Lamanda, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est monsieur Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur de François Hollande, qui avait le même problème que François Fillon. En même temps, l'affaire a éclaté en même temps que l'affaire. On n'a pas beaucoup entendu parler de l'affaire Le Roux. Non, mais donc exactement, il avait employé ses enfants, etc. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été jugé la semaine dernière.
8 ans et demi. Et Moi, j'applaudis. Moi, j'applaudis aussi. Merci, Bruno. Merci, Bruno. Quand même, la justice. Et on vient, Non, mais- et on vient me dire, chacun son rythme, Donc, tout ça c'est normal. Oui, monsieur le premier président de la Cour de casse, vous avez raison, c'est chacun son rythme. Hein. Sinon, c'était 15 jours, hein, Ouais. en pleine campagne. Alors, cette opération, donc, C'est comme un une week-end à la chasse, quoi. C'était- une magistrate du PNF qui va à un poste à l'Élysée, de poste chargé des affaires juridiques. Il y a un conseiller à qui on remet les éléments de dossier qui ont été récupérés par le cabinet noir à Bercy, avec les fiches de paye de Madame de Pénélope, etc., etc. Hein. Et donc, le conseiller en question va voir la presse. Je ne vais pas porter d'accusation nominative à cette occasion. Mais Si on donc, peut faire une dizaine d'émissions, ça sera pas mal. surprise, Le téléphone n'a pas encore sonné. Le téléphone n'a pas sonné encore, ça va. surprise extraordinaire. Hein. Oh, le Canard enchaîné, le 24 janvier, 24 je crois, oui, hein, publie à 8h du matin, 7h du matin, alors dans les rédactions, on l'a la veille, publie un article sur l'emploi de Pénélope Fillon. Bien, à 11h du matin, le PNF ouvre une enquête préliminaire, l'annonce partout. Alors, fort intelligemment, l'avocat de François Fillon se précipite voir Madame Éliane Houlette. « Ah, mais non, on n'a rien fait, regardez, je vous donne tous les éléments. » Il est aussi mauvais avocat, je vais avoir des ennuis avec l'ordre, mais je m'en fous, je n'ai rien maintenant. Mais il est aussi mauvais, je ne donnerai pas de nom là non plus, hein, aussi mauvais avocat que son père et mauvais philosophe. Bon. Et si quelqu'un prononce le nom, ce ne sera pas moi. Mais On dit rien, donc, on dit rien. On n'en a rien. il va, à ce moment-là, tout démarre. Enfin, il y a un truc fantastique. C'est-à-dire que les flics sont envoyés par les procs. Et il n'y a donc que les procureurs et les policiers qui connaissent les éléments du dossier à ce moment-là. Donc, les flics arrivent à l'Assemblée nationale. Bonjour, Monsieur Barthelone. On vient perquisitionner le bureau de François Fillon. Pardon, perquisitionner. Séparation des pouvoirs, immunité, etc. Strictement interdit. Monsieur Barthelone, mais allez-y, surtout vous gênez pas. Hein, non. Et je vous jure que ça s'est passé comme ça. Je vous jure que ça s'est passé comme ça. Donc, ensuite, de quoi? Mais là, il n'y a pas des poursuites, parce que derrière, on ne peut pas dire, attendez, si. ce qui s'est passé, c'est scandaleux. Si, il y a eu des poursuites. Et alors Ça sera jugé dans 10 ans. Non, il y a eu des poursuites. Moi, je peux vous dire que dans un bureau du Palais de justice de Paris, hein, celui d'un membre du parquet, je ne nommerai pas non plus, il y a une armoire où on range les plaintes pour violation du secret de l'instruction. Ouais. Là, il y a un avocat, comment est-ce qu'il s'appelle, qui était venu dénoncer ça à la télévision en disant « Mais attendez, il n'y a que les magistrats et les policiers qui ont pu... » Parce que je vais parler des fuites. Hein, il s'appelait Dupond-Moretti, il s'appelait. Ah oui. Dupond-Maserati, ouais. Oui. Hein, comme quoi, hein, C'est incroyable. ah oui, on peut tourner. Hein, bon, hein, c'est plus du 180 degrés, c'est du 360. Hein. Donc Sarkozy s'est fait flinguer par les juges. Non, alors non, je termine juste, parce que le détail est... Il nous reste 3 minutes, mon chéri. C'est une séquence, hein, donc là, il faut faire vite. Non, mais... Ouais. Non, je veux parler de Sarkozy. Non, mais c'est le bagne ici. Non, mais c'est incroyable cette histoire. C'est pire que le bagne. Non. Ça a l'air Et général. donc, il y aura... C'est le goulag. Camarade, c'est le goulag ici. Toute l'instruction sera faite dans la presse. Toutes les fuites seront là. Tout ça sera monté. 47 jours avec Fillon venant dire à la télévision « Mais non, mais machin, en tout cas, si je suis mis en examen, hein, eh ben, je ne me présenterai pas. Qu'à cela tienne, Non, mais il a été nul. Après, sa défense a été nulle. Mais pire que ça. Nullissime. Il aurait dû dire, mais allez vous faire foutre, je suis candidat, je fonce. À la Trump. Il a été beaucoup trahi aussi. Hein. Oui, ah bah ça. Oui, parce que faut pas croire que... Alors, on dit, oui, les costumes... Non, il n'a pas été poursuivi pour les costumes. Ah. Non, les costumes, c'est quelqu'un d'autre qui a balancé ça dans les jambes. C'était la petite banane. Qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Ah, lui, voilà. mais C'est oui. décidément. Ah, c'est beau, hein. Bon, écoutez, pour une fois, j'ai une... Alors, tribune, Nicolas je- Sarkozy, justement. Alors,
20 jours en prison. Est-ce que c'était mérité? Non. Est-ce qu'il fallait pas? Qu'est-ce que ça raconte, Est-ce qu'il va faire 5 ans? Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce qu'il a volé l'argent du guide? C'est la 10e ou 15e affaire qu'on poursuit. On poursuit. Il y a eu l'affaire des écoutes qui est un scandale total, où on a fait condamner aussi au passage son avocat Thierry Herzog, le secret professionnel de l'avocat complètement détruit. Non, là je parle de l'affaire des écoutes. Il y en a eu plein d'autres. Il y a eu des non-lieux, etc. Et arrive cette affaire qui est une des queues d'affaires pour des faits qui se seraient déroulés il y a 20 ans. Donc, naturellement, instruction qui a été faite uniquement, exclusivement à charge, qui est pleine de trous juridiques. Je ne vais pas revenir sur les trous juridiques qu'il peut y avoir, mais c'est la même chose. Dans l'affaire Fillon, dans l'affaire Marine Le Pen, tout ça, ce sont des décisions totalement politiques. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un enjeu. Il faut que cette justice, qui est le bras armé d'Emmanuel Macron, clairement. Fait élire, elle le protège, elle empêche toutes les procédures sur un des systèmes les plus corrompus d'Europe. Si jamais les couches populaires l'ouvrent, elle les massacre. La même justice les massacre. C'est pour ça. Alors, quand j'entends « Ah ben oui, mais j'écoutais Lordon là, à ce propos, oui, condamner Sarkozy », mais ce sont les mêmes. La condamnation de Nicolas Sarkozy, sur lequel je vais dire un mot... C'est comme ça. Trois phrases. Allô, attendez, il n'a pas fini. Vite, je vous reprends tout. C'est l'Élysée. C'est normal. Ils appellent souvent. Ouais, c'est la 4e. On est toujours là. Hein. J'espère que ça va. Oui, cette fois-ci. Ah bah voilà, ils applaudissent. C'est incroyable. Oui, non, mais cette fois-ci, on a mis le jingle. Bien sûr, monsieur le conseiller. Alors, oui, Maître de Castelnau est avec nous. Oui, vous pouvez le voir. Oui. Bien, je lui pose la question. Il voudrait que vous disiez vraiment que l'élection de 2017 n'a pas été un coup d'État. Je vais avoir du mal, hein. Je l'écoute. Et je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Non, qui d'autre? Ils veulent savoir. Hein. Pas mal de gens. Moi, Oui. Alors, ça, c'est encore Emmanuel Macron, son conseiller, qui dit qu'il ne sera jamais poursuivi par les juges, lui. C'est une autre histoire. J'en jurerai pas. Non? Vous pensez que... Maître de Castelnau, vous pensez qu'il aura l'impunité, Emmanuel Macron? Il est jeune, hein? Il ne peut pas y avoir une affaire là qui sort Je pense que c'est possible le jour où il sera affaibli, avec le grand courage qui caractérise cette corporation. Je pense que pour redorer son blason, mais ça nous amène très directement à Nicolas Sarkozy. Je veux terminer. Voilà. Alors, on va y laisser... arriver, bordel. Monsieur le conseiller, désolé, on doit laisser terminer Maître de Castelnau. C'est comme s'il était dans un tribunal. Écoutez, on va refaire le procès de Nicolas. Bien sûr. Non. Mes amis, non. On l'écoute. Monsieur de Castelnau, maître. Voilà. Nicolas Sarkozy, pourquoi est-ce qu'au bout de cette procédure, parce qu'on finit la vendetta, et il faut qu'on puisse dire, regardez comme on est dur avec les puissants. Voilà. Le puissant en question, il ne représente plus rien, il est par terre, il est un petit peu ridicule, donc on le piétine. Et lorsque le tribunal, il faut lire le jugement, c'est pas un jugement, c'est un tract, comme celui de Marine Le Pen. Et quand on le condamne, c'est une condamnation qui n'a qu'un objectif, aucun support juridique, mais qui n'a qu'un objectif, c'est celui de l'humilier et de se prétendre défenseur de la veuve et de l'orphelin contre les puissants. Et donc, bien. Voilà. Et lorsque on le condamne... Monsieur le conseiller, attendez, je raccroche avec l'Élysée parce que... Mais je lui ferai passer, avec plaisir. Bonne soirée. Et mes amitiés à madame. Pardon. Lorsqu'on le condamne à 5 ans de prison ferme, il faut que ce soit suffisamment costaud et qu'on prononce le mandat de dépôt, juridiquement et judiciairement totalement inutile. On sait très bien que ça n'aura que 3 semaines. On le sait à ce moment-là. Et Sarkozy le sait. Pour avoir la scène où il rentre à la santé et dire voilà. Mais alors, à propos de théâtre, parce qu'il y a le procès Sarkozy... Mais... Non, mais sur la sortie, c'est très important. Sur la sortie. En un mot. Juridiquement...
il devait sortir. Oui, bien sûr. Puisque présomption d'innocence, il a fait appel et il faut qu'il comparaisse devant la cour d'appel dans les mêmes conditions que sa comparution devant la première Il a instance. 70 ans. Donc, il allait sortir. oui. C'est tout. C'est bien. Donc, quand on le condamne à 5 ans, qu'on prononce le mandat de dépôt, on sait qu'il va sortir et on sait que ça va faire hurler les gens qui vont dire... C'est du théâtre. Vous C'est rendez du compte. théâtre, voilà. Mais alors, autre théâtre, quand même, le procès Brigitte Macron. Ah oui, il faut en parler quand même. Bah oui. Parler, bah oui. Ça, c'est quoi? C'est de la justice? C'est de la com? C'est quoi? Bon, alors je vais me calmer parce que... Allez, voilà, on va se calmer direct. Ils vont rappeler à force. Hein. Non, Ils vont rappeler. non, c'est pas pour Ils vont ça. rappeler, c'est sûr. C'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Pas d'emmerde. Ça, vas-y. Je suis pas là, moi. Non, allez-y. Non, mais Je les occupe. parce que là, je suis très chaud sur ce... Ouais. C'est moi, maître. Ça a été un moment désagréable, ça m'a beaucoup contrarié quand j'ai vu plein d'amis et tout se réjouir de la condamnation de Sarkozy, puis tout le théâtre qu'il y avait autour. La droite se livrait à un soutien stupide de quelqu'un qui ne le méritait pas, parce que... effectivement, il y avait cette espèce de mensonge. Il n'a pas été condamné parce qu'il a fait la guerre en Libye. Il n'a pas été condamné... Attends, on parlait de Brigitte, là. Oui, je comprends plus, moi. Non, donc c'est pour ça que j'étais contrarié, parce que c'est une imposture. La magistrature, la justice est le bras armé d'Emmanuel Macron. Et donc, je vais parler de la façon dont elle le traite, et le bras armé d'Emmanuel Macron pour installer son système et mettre en place, c'est la clé. C'est la clé de la révolte. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mouvement populaire aujourd'hui? À cause de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. C'est une abomination ce qui a été fait à ce justice moment-là. politique, Donc, clairement. si vous croyez un magistrat, il faut le mettre en cause immédiatement. Vous dites non, vous êtes le soutien du pire système qui a été imposé aux Français, et c'est vous qui avez fait élire M. 11%, et c'est vous qui le soutenez. Mais peut-être, le jour, et je l'ai dit tout à l'heure, et ça va nous amener à Mme Macron, peut-être que le jour venu, si jamais il fait un pas de côté, si jamais il est suffisamment affaibli, il faut qu'il soit, il faut que ce soit sans danger de lui taper dessus. Oui, parce que là, il a encore beaucoup de pouvoir. Et qu'il ne se fasse pas rappeler à l'ordre par les grands intérêts. Il ne faut pas que Bernard Arnault dise « Non mais attends, où ça va ça? Qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Pour l'instant, il va au fashion je ne sais pas quoi, là, à côté de Mme Macron. Donc, le procès, la décision de la Cour d'appel dans la procédure de diffamation, moi, elle m'a interpellé. C'est-à-dire que c'était véritablement un service qui était demandé par Emmanuel Macron, à la justice, et la justice n'a pas marché. C'est-à-dire que, première instance, 500 € d'amende avec sursis, moi je veux bien. J'ai vu pire, même On attendait quand même une exécution en place publique. Et en appel, ils auraient tout à fait pu condamner, confirmer. Non, ils ont décidé le luxe mais non, on va relaxer. Je suppose que ça a eu un effet très désagréable à l'Élysée. C'est la raison pour laquelle, quand on m'a interrogé, maintenant je viens à cette procédure invraisemblable. 1 minute, Régis, on est déjà très en retard sur la rubrique. 1 minute. Sur le harcèlement, c'est une forgerie. Il y a eu une pulsion totalitaire. On a demandé à la justice de juger en dehors de toutes les règles. C'est pas ça, le harcèlement, etc. Toute la presse a relayé tous les éléments de langage. Et on m'a dit, mais qu'est-ce que vous pensez que ça va donner? J'ai dit, écoutez, 50-50. Peut-être que justement les magistrats vont se dire, là, lui, il commence à nous énerver, il est à 11%, on l'a fait élire, faut pas trop nous en demander, donc on va se faire, là aussi, le luxe, on va prendre la pause, signe extérieur d'honnêteté, de probité de magistrats, et on va les relaxer. Je sais pas, je dis, moi, 50-50, donc s'ils sont condamnés, c'est toujours pratique de dire voilà. J'aurais eu raison, et s'ils sont relaxés, j'aurais eu raison. Donc... Alors 50-50, maintenant on passe à l'heure des comptes, mon cher Régis, on va aller un peu sur de l'actualité. L'heure des comptes maintenant. Alors, allons un peu sur de la politique, chers amis. Une première séquence, parce qu'on va parler de la crème catalane de la politique française. On va parler de Manuel Valls, on regarde la vidéo. Et on en discute après avec Régis Castelnau. Vous ne voulez pas de ministre qui ait de la personnalité ?
2, je réussissais là où ils avaient échoué, sur la Nouvelle-Calédonie et sur les Outre-mer. 3, peut-être qu'on n'a pas apprécié les propos que j'ai tenus en Conseil des ministres, questionnement de manière très respectueuse. Alors, Manuel Valls, quand même, un ministre combatif qui a été mis de côté à cause de ça, mon cher Régis? Je connais Manuel Valls. Ah ben voilà. Je l'ai connu quand il était à Argenteuil. Et il voulait faire carrière et il avait bousculé le PS. Il était jeune, hein. Et c'était la circonscription de Robert-Hue. Il a très mal tourné. Hein. Ouais. Oui. Et donc, alors, c'est comme ça qu'on l'a... C'est ça les communistes. Ah, bravo. Bravo, merci beaucoup. il a été parachuté à Évry après. Donc, non, mais c'est une catastrophe. Ah, mais il le dit quand même. Ouais. Il a du l'estomac quand même de balancer ça à l'antenne alors qu'il a fait le boudin de porte pendant 10 ans. Mais il n'a aucun complexe. Ah ben non, ben ça manifestement Et non. le gars, il part, il change de femme toutes les 10 minutes, il part avec l'extrême droite catalane, hein, il se fait bouler de partout, tout le monde se fout de lui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un gars qui chantait, qui l'imitait, c'était drôle, hein, sur une télé catalane. Il revient et comme Bruno Le Maire, il fait un comeback. Bruno Le Maire, le comeback, il a duré 24 heures. Et il vient, et il se trouve des journalistes pour oser l'inviter, mais c'est incroyable, en disant, moi je réussissais. Moi je me rappelle qu'il avait situé les Comores dans l'océan Pacifique. Oui. Dominique Benoît là-dessus, sur Manuel Valls. Micro. Il n'y a pas grand-chose. Il marche, faut pas le toucher. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Manuel Valls, c'est le néant. Mais c'est déjà beaucoup, le néant. C'est déjà beaucoup, le néant. Il a été Premier ministre, on se demande pourquoi. Ouais, c'est vrai. Bon, pour moi, c'est un homme qui n'existe pas, c'est tout. Hein. En tout cas, maintenant, on va donner le change sur l'air général. On va passer vraiment à quelqu'un de très, très, très compétent. Régis, plus que Manuel Valls. Et là, séquence Catherine Vautrin. Tout d'abord, celui de notre soutien à l'Ukraine. Je veux le redire avec beaucoup de clarté, nous continuerons à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Depuis la première heure, elle peut compter sur une solidarité européenne qui est à la fois constante et concrète. Et le président Macron recevra d'ailleurs Monsieur Zelensky, à Paris. Voilà, Vladimir Zelensky, pas mal, non? Mais, Monsieur Volinsky. Monsieur Volinsky, quand même. Monsieur Volinsky. Coco Zozo Volinsky. L'atout était, je le précise, hein, l'atout était dans la vidéo de Catherine Vautrin, hein, pas sur ce plateau. Hein, alors, non mais c'est effrayant. C'est effrayant. Là, les gens que vous citez, dont on parle de Manuel Valls, expriment la catastrophe, quoi. À chaque fois, l'effondrement. C'est la chronique de l'effondrement. C'est ça. Vautrin, qu'est-ce qu'elle fait là je veux dire, Georges Volinsky. Moi, Georges, je l'ai connu. Je l'ai connu parce qu'à partir de 77, il faisait des dessins dans l'UMA. Hein, c'était un type adorable et puis talentueux tellement. Hein, c'était la grande époque. Cela, c'était et taquin, Volinsky, c'était magnifique, Volinsky. Et donc avec Cabu, avec Rézère, et puis bon, donc c'était des équipes extraordinaires, une génération extraordinaire. Et donc il a été assassiné par les les frères Kouachi, oui, bien sûr. On va pas les citer. C'est absolument épouvantable. Et voilà une personne qui vient nous dire, qui s'appelle Zelensky Volinsky, et qui est ministre de la Défense. Alors on a eu l'homme soja, le chef d'état-major de l'armée française, qui était colonel la semaine précédente, à qui on a filé une poignée d'étoiles, 5, pour qu'il devienne... 5 d'un coup. Alors il a été tellement ridicule quand il est venu présenter son truc qu'on s'est dit, voilà, il faut un peu reviriliser ça. Et on a envoyé Pierre Schill, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre, on l'a envoyé chez Fogiel, il est venu en treillis, et puis il a pris du poing comme ça. Est-ce que je dis que c'est la guerre à ma fille après, on a eu le patron de la gendarmerie qui dit « Ouh là là, si on va faire la guerre à l'Est, il y en a qui ne seront pas d'accord, on va tous les foutre en tôle. » Et je traduis à peine. Hein. C'est vrai. Et là, on nous sert ça. Mais, c'est dingue. Madame Vautrin, est-ce que vous vous rappelez, lorsque elle était, alors je ne sais plus quelle était sa fonction, au moment de la loi sur l'euthanasie. Et donc elle est interviewée. Elle était en fonction. Oui, mais vous savez, on a beaucoup insisté pour absolument avoir
Le consentement des victimes. Ah oui, c'était elle. Allez, merci beaucoup. Merci Catherine Vautrin. Elle restera évidemment pour l'histoire. Les victimes. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. On va passer très rapidement à la Minute Mainstream. Vous savez, c'est cette minute où on rend hommage aux chaînes d'information continue. Bon, merci. Bonsoir Nicolas. Alors c'est la Minute Mainstream et comme d'habitude, nous mettons nos plus beaux habits pour chanter les louanges de ce merveilleux pays qu'est la France d'Emmanuel Macron. Alors on apprend, et certains mauvais esprits prétendent que 50 départements sont en quasi-faillite. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Bah oui, on s'en fout en fait. Voilà. C'est l'innovation, c'est de la probité, c'est une réindustrialisation, c'est formidable. On a créé des emplois, mon cher Alexis. Les gens se plaignent de tout. C'est ça. À un moment, il faut choisir. Est-ce qu'on croit les chiffres ou est-ce qu'on croit Emmanuel Macron ? Moi, je pense que quand même, le petit père des peuples, le petit père suprême, quand même, est une donnée absolument tangible pour le croire, bien entendu. Donc les départements en faillite, allez chercher de l'argent, chers amis. Mais de l'argent, il y en a partout. Enfin, moi, je vois, c'est une volonté politique. Il suffit de demander et on donne. Là, Ursula von der Leyen, et a raison, a donné le montant de la tombola pour l'an prochain pour l'Ukraine. C'est plus de 167 milliards. Pardon, excusez-moi, merci. D'euros qu'il va falloir réunir pour Volodymyr Zelensky. Les Français doivent faire des efforts. Ils doivent travailler jusqu'à 92 ans, à mon avis. Au bas mot, on doit l'assurance chômage, on oublie. Bah oui. D'accord. Le droit du travail, ça suffit. On finit la forme du travail. Et puis il faut bosser. Il faut bosser, bordel. Il faut bosser. Il faut travailler. Il faut travailler. Je suis désolé, moi. Ça suffit maintenant. Les congés payés, les RTT, tout ça. Faut arrêter. Quand même, une très très bonne nouvelle parce que les Français sont toujours à la peine et ont l'impression que tout va mal. La croissance, elle va très bien. La France représente la moitié de la croissance de la zone euro. Alors quand même que la croissance de la zone euro est pas loin de zéro en fait. C'est ça qui est génial. Ouais, c'est génial. Mais on nous a quand même dit que c'était la locomotive de l'Union européenne, la France. Tout de même. Enfin, c'est une locomotive qui part un peu en arrière, certes, mais tout de même, elle a cette capacité à avancer dans le mauvais sens, mais elle avance. Voilà, moi je suis désolé. Voilà. Ouais. Et autre chose, une autre réussite, c'est le chômage aussi, qui remonte. Ça, c'est génial, le chômage. Formidable. Le chômage c'est comme les chiffres du loto, tu vois, ça monte permanent, c'est ça qui est génial. Il y a toujours, la cagnotte est toujours remise en jeu. Tu vois, les Français ne s'en rendent pas compte de tout ça. C'est dommage. Non, ils commandent sur des plateformes chinoises des poupées sexuelles, c'est lamentable. Alors qu'ils pourraient acheter français, par exemple. Un Rafale, ça coûte 80 millions d'euros. C'est pas cher, un Rafale. Non, c'est pas très cher. Les Français, ils pourraient acheter des voitures électriques et puis des Rafales. Mais bien sûr. Alors pourquoi ils ne le font pas ? Parce qu'ils n'ont pas envie, ils n'arrivent pas à écouter, à voir la perspective d'un pays qui s'émancipe, qui devient puissant avec Emmanuel Macron. C'est ça la réalité. Pourriez-vous dire un petit mot sur les départements ? Absolument. Non, c'est pas par hasard que les départements sont mis en faillite. Bon. Toute la France est en faillite, on le sait, mais spécialement les départements. Alors tout ça, c'est une recentralisation qui a été mise en œuvre par la haute fonction publique socialiste et puis désormais par Emmanuel Macron. Les départements, ils ont toutes les fonctions sociales, RSA, l'aide sociale à l'enfance, qui est aujourd'hui, c'est horrible. Les personnes âgées. Je veux dire, c'est ces fonctions qu'on veut tuer. Maître de Castelnau, on replonge là dans les passions tristes, alors que là on avait quand même une carte postale merveilleuse parce que la France était un chouette pays. Ça suffit maintenant. Nous, bon allez, il est temps de clore cette émission. C'est vrai. On se fait chier à faire les minutes mainstream pour donner du moral aux gens. Et paf, ce bordel. Et paf. Allez. Et vas-y, vas-y. Moi, je m'excuse. Je me barre. Bon, voilà, c'est la fin. De cette télé générale, on s'est encore régalé. Bah ouais, c'était bien. C'est la quatrième. Si vous aimez, vous le dites, vous commentez, vous partagez, vous mettez un petit pouce, un petit like, vous vous abonnez bien sûr à toutes les chaînes, y compris au Substack maintenant de Maître de Castelnau, où vous trouverez des articles ô combien enlevés, où l'on compare nos dirigeants à des cocaïnomanes totalement déjantés. Et le public apparemment a aimé Alerte Générale, le public. Ah ouais, merci. Oui, merci beaucoup les amis en tout cas. Merci, à la prochaine. Bye bye, ciao.